Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Julien est de retour, Hasboullah est de retour, genre tout pété. Hasboullah est de retour aussi. On va parler de l'UFC Londres et ce main event maudit malheureusement. Thomas Spinal qui tombe sur blessure, donc c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait, surtout personne ne peut espérer ça, que ce soit du côté de Curtis Blades qui a une victoire qui n'en est pas vraiment une, et puis Thomas Spinal, là on ne connaît pas la gravité de la défaite, la blessure, oui, mais de la blessure non, parce que peut-être qu'il va être absent longtemps, parce que à voir ce qui s'est passé juste après, un mec mettre autant de temps pour sortir. Et puis surtout qu'on a l'impression que le genou était bloqué. Il est resté à 90 degrés pendant 5-10 minutes, c'était très très long. Le combat a duré 15 secondes. Oui. Inquiétant, générique. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc Julien, l'analyse du combat. C'était court, non c'était court, bah on sait pas, hein, ça arrive, c'est le sport, c'est comme ça, c'est pas de chance. L'UFC a le main event maudit, là ça fait avec Ortega 2 semaines. 2 semaines de suite, ouais. Bah, c'est une victoire pour Curtis, ça fait bouger les lourds, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça c'est cool. Ouais, c'est une petite victoire, mais c'est une victoire quand même. Et puis surtout là, le côté positif entre guillemets de la blessure, c'est que visiblement Thomas Spinal sera absent à un bon moment. Donc en soi, même si c'est une victoire dont personne ne veut, Curtis Blades en premier, par défaut, l'UFC va être obligé de le pousser. Et donc forcément, donc ce qui devait se passer, donc à savoir, ce qu'on imagine, c'est que le vainqueur de Ciryl Gane Tai Tuivasa affronte le vainqueur de Curtis Blades contre Thomas Spinal. Donc là, on a le premier gars, à savoir Curtis Blades. Et en plus, on a John Jones qui est en embuscade. Il y a Francis Ngannou, on ne sait pas comment va son genou. J'imagine que ça va de mieux en mieux. Ça commence à faire un petit moment là qu'il a été opéré. Ça bouge, tu vois. Je regardais tout à l'heure. Ça fait depuis 2018, entre 2018 et 2020, à part Derek Lewis, on n'a que eu Daniel Cormier contre Stipe. On a eu 3-4 ans de suite les mêmes combats. Donc là, ça bouge, c'est cool. C'est pas encore la catégorie des légers ou des welter, mais ça fait du mouvement, je trouve ça cool. Pas ce combat évidemment, mais ça bouge et ça c'est bien. Et donc Curtis Blades qui n'a en carrière été battu que par 2 hommes, Derek Lewis une fois, Francis Ngannou 2 fois, et d'ailleurs Francis Ngannou qui a tweeté, je crois. Il a tweeté, il a quelque chose comme c'est vraiment pas de chance, mais put some damn respect on cut his name. Oh là 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 là, donc c'est vrai, non mais c'est facile aussi de dire ça pour lui, hein. Il a battu 2 fois. Mais après c'est vrai que Curtis Blades c'est un gars, on en parle très souvent, donc là c'était la première fois d'ailleurs qu'il était outsider sur un combat à l'UFC. Ouais. Bah, mine de rien, le mec ne perd quasiment contre personne, et pourtant on ne parle jamais de lui. Chaque fois, l'UFC, on a l'impression qu'ils attendent toujours le combat de plus à lui mettre avant le title shot pour qu'il le perde finalement. Et là, il devient, ça commence à devenir compliqué de le cacher. Il ne peut plus trôner maintenant, mais c'est le problème. C'est son problème et pas mal d'autres gens, mais c'est le jeu. Il n'y a pas trop de hype autour de lui. Il ne se sert pas trop des réseaux, son équipe non plus. Donc, à part battre des mecs et battre des mecs et battre des mecs jusqu'à un moment où on peut plus le nier. C'est compliqué quoi, donc il fait partie de ces gens-là, faut qu'il bosse dessus. Mais là du coup maintenant il gagne, alors Dana White doit être vert parce qu'il gagne comme ça, mais là tu peux pas le laisser sur la touche quoi, c'est impossible. Mais là pourtant on fait quoi? Pour l'UFC on fait quoi? Est-ce qu'on le fait quand même avancer, ou alors on attend de connaître la gravité de la blessure de Thomas Spinal et pourquoi pas une revanche, ou alors on fait comme si là c'était une vraie victoire claire et nette et on avance? On a eu un cas similaire, je sais plus, contre Ortega, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, on sait pas. Ouais, mais on sait pas la gravité non plus, on sait pas ce qu'ils vont faire. Non, je pense qu'il faut qu'ils avancent. Hein. Ouais. Regarde, Ngannou était out, ils ont fait une ceinture en intérim. Faut faire la même chose. Hein. Faut qu'il bouge et quand il sera prêt, il reviendra. Et à Spinal, même s'il était sur une bonne lancée, faut qu'il reprenne une victoire, une deuxième victoire et que ça reparte quoi. Et tu veux le voir où ce combat-là? Parce que donc Curtis Blades qui a fait son combat avant, c'était contre Chris Dackhaus, c'était à l'UFC Columbus, donc il s'entraîne dans ce coin-là, donc c'était un petit peu un événement pour lui. Là, il était en territoire ennemi. Est-ce que tu as envie que ce soit un combat en France ou en Australie en fonction du vainqueur de Ciryl Gane Tai Tuivasa? Parce que ce que Julien n'a pas dit, c'est que oui, donc il y a John Jones qui est en embuscade, mais aujourd'hui John Jones, ce que l'UFC a envie de faire, c'est John Jones contre Stipe Miocic pour le titre intérimaire. Donc à l'origine c'était ciblé le 30 septembre, finalement on irait plutôt vers novembre. John Jones, sa région d'origine c'est New York, donc ça aurait du sens.
Ouais, tu vois, c'est le bordel chez nous. Ouais, non, c'est vraiment le bordel. ouais. Parce qu'il y a John Jones. Ouais, c'est l'enfer. Où est-ce que j'ai envie de le voir? C'est horrible, mais peu importe. Hein, peu importe. Après, si Cyril gagne, bah, à Paris, évidemment, pour une deuxième fois dans la même année, pourquoi pas. Si Tuivasa gagne, il mérite, hein, Tuivasa qu'il organise un UFC chez lui. Mais ce serait clairement. Autant que Cyril mérite son combat à Paris. Je suis pour les deux. Évidemment, j'ai envie que Cyril le prenne. Évidemment. Moi, ce que j'aimerais bien, pour le coup, donc après, là, clairement, cette UFC Londres, c'est un petit peu plus de clarté dans la catégorie. Par exemple, que l'UFC se dise, UFC Paris, on va le mettre au premier rang Curtis Blaydes, et comme ça, c'est clair que le vainqueur l'affrontera. Bah, en tout cas, seul l'avenir nous le dira. On va passer sur le reste de la carte, parce que Cocorico, Volkan Ozdemir, c'est imposé par décision unanime. On a flippé et Julien était déchaîné. Parce que c'est vrai que c'était un combat qui était un peu frustrant dans le sens où à chaque fois on s'est dit il y avait moyen pour Volkan de faire beaucoup plus. On a l'impression qu'il était un petit peu bloqué ou en tout cas qu'il était exactement. Ouais. Il était sur la retenue. Il est sorti, alors pas facilement, mais il est sorti de toutes les tentatives de clé de talon et de jambes de Paul Craig, et Paul Craig au sol c'est une galère, mais même quand il sortait il allait pas recombattre direct, il lui demandait pas de se remettre debout. Il y a même l'arbitre, c'est ça aussi qui nous a marqué. Par contre, quand l'arbitre a dit ok c'est bon mettez-vous debout, et Paul Craig lui disait viens, il a poussé l'arbitre, il a dit vas-y c'est bon je viens. Et puis il y a aussi plusieurs fois où l'arbitre faisait signe à Volkan, bah vas-y va au sol. Ça aussi c'était encore plus fou. Bref. Non, c'était cool. Après, il avait besoin de cette victoire. Ouais. Il avait besoin de cette victoire. Il a changé d'équipe. Il est au All-Star avec Gustafsson, malheureusement, et Ramzat. Il avait besoin de cette victoire. Donc, je pense qu'il sentait qu'il gagnait. Il voulait pas prendre de risques. Et Paul Craig, il s'est déjà fait battre pendant un combat. Il a sorti des soumissions à 4,59, il me semble. Contre Ankalaev. Ouais, contre Ankalaev. Donc compliqué, donc pas de prise de risque. Par contre, il a sonné une grosse fois. Il a pas accéléré, donc ouais, on était fou parce que s'il avait perdu, après heureusement, ce n'est pas arrivé, mais ça aurait été compliqué. On était frustrés. Exactement. Donc finalement, victoire. Décision unanime, 30-27, 30-27, 30-27. Félicitations à Volkan, ça fait plaisir. Mais oui, ça fait plaisir. Enfin, c'est quelqu'un qui était en plus mieux classé que lui, donc selon toute vraisemblance, à la mise à jour des classements, donc mardi prochain, il devrait prendre la 8e place du classement. Il est là encore, hein. Oui, mais toujours Volkan. On passe maintenant à Gustafsson contre Nikita Krylov. Bon là, je pense malheureusement fin de chantier pour Alexander Gustafsson. Franchement, c'est tellement triste parce qu'on parle de quelqu'un, rendez-vous compte, en 2018, il était là depuis il explosait Glover Teixeira. Et je sais pas ce qui s'est passé, si c'est physiquement, en tout cas Daniel Cormier qui s'est permis un tweet assez dur pour Gustafsson, mais ouais, il y a quelque chose qui fait qu'il n'est plus là, qu'il est plus que l'ombre de lui-même aujourd'hui. C'est dur, mais c'est honnête. Il lui dit écoute, t'as pris des coups dans le menton plus dur que ça, t'as pu le menton, on a tous une date de péremption. Je crois que c'est ce qu'il a dit. C'est triste, mais je pense qu'il a raison. Il est pas si vieux en plus, hein, il a 35 ans, c'est juste qu'il est là depuis tellement longtemps. Je me souviens, depuis plus de 10 ans, quoi. Il a pris 2 fois John Jones. Une fois Cormier. Anthony Johnson, ça s'était très mal passé. Il a pris la clim chez lui 2 fois. Il a pris la clim à domicile. Il monte chez les lourds. Verdum le soumet au round 1. Mais c'était déjà plus le même. C'était déjà compliqué. J'y croyais pas trop. Là, clairement, c'est triste. Hein, c'est une fin de carrière compliquée. Mais bon, c'est un peu comme BJ Penn. Lui, il a attendu pour le coup beaucoup trop longtemps. Là, je pense qu'il faut qu'il. Mais après, pour Gustafsson, on a vraiment l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression, que le moment où il y a eu le switch, c'est le deuxième combat justement contre John Jones. En gros, il y a la victoire contre Glover Teixeira. Ensuite, il y a la revanche contre John Jones où il est inexistant. Il explique qu'il a eu justement toutes ces années pour progresser, pour arriver avec de nouvelles choses. John Jones l'éteint complètement sur le combat. Au 3e round, il dit bon ça y est, on va accélérer. Première tentative de takedown, je crois que c'est la première. C'était au round 2, non? C'était au round 2. Oh merde. Round 2 ou 3. Takedown, ground and pound des enfers. Terminé. Ça fait un moment, mais ce combat, John Jones, leur analyse, elle était folle. Je l'ai plus en tête, je suis désolé, mais en gros, ils avaient vu qu'au sol, dans telle position, il se laissait un peu faire. Enfin, il était vraiment plus à l'aise dans cette position-là. Donc, fallait pas chercher à le soumettre, fallait chercher à le taper. Enfin, c'était très, très, très précis. Et ils ont fait exactement le game plan qu'il fallait. Et depuis là, effectivement, et puis depuis, il est jamais revenu. Et puis, il a plus jamais gagné depuis. Jamais revenu. Et c'est ce qui est. Franchement, moi, je trouve que c'est terrible avec ces gars. Et là,
je suis d'accord avec Daniel Cormier, qui dans le même tweet qui est un petit peu dur, il termine par c'est l'un des meilleurs à ne jamais avoir la ceinture, à jamais avoir eu la ceinture. Je suis d'accord parce que son couronne, ouais, c'est ça. Parce que Daniel Cormier, il a pris un knockdown, mais je crois que c'était sur un genou de Gustafsson qui était très chaud. Contre John Jones, le premier combat, c'est une guerre de malade. Ouais, c'est incroyable cette guerre. Et puis il y a le dernier combat, malheureusement, mais quand même, il aura eu 3 title shots, Alexander Gustafsson. Déjà en avoir un, l'UFC. Ouais. Donc voilà, pour lui, malheureusement, maintenant c'est terminé. Ah oui, non, franchement, c'est triste, surtout là. Tout était réuni sur le papier pour que ça se passe bien. Il méritait de finir autrement. Bref, voilà. C'est comme ça, c'est le sport. C'est le sport. Dernier point, et pas des moindres. Holy Molly McCann, qui a refait le coup du coup de coude retourné. Le duo Pimblett fonctionne bien avec Pimblett là, quand ils sortent, ils s'encouragent l'un l'autre. Les deux gagnent chez eux. Pour l'UFC, c'est vraiment parfait. Elle retourne encore un coude. Je crois qu'elle a fait un back fist à son dernier combat. Là, elle met un coude, elle tombe, elle a fini en ground and pound. Parfait. Ouais, voilà. Enfin, les coups retournés de Molly McCann, lethal. Bon, après, c'est quelqu'un qui a eu des hauts et des bas à l'UFC, bien évidemment. Là, je pense aussi que l'UFC, ils doivent être, à mon avis, dans une stratégie similaire à celle de Paddy Pimblett avec elle, dans le sens où on a clairement vu, elle est à l'UFC depuis plus longtemps que Paddy Pimblett, évidemment. Elle a eu des hauts et des bas. Là, je pense que l'UFC, même au regard de ce que vous voyez, vous, dans ces combats, on voit un petit peu où est sa limite. Mais franchement, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des athlètes comme ça qui... Elle a 30 ans, je crois, aujourd'hui, 30 ans ou 31 ans. Selon toute vraisemblance, elle sera jamais championne. Autant la mettre chez elle, qu'elle foute le feu et qu'elle sorte des highlights. Mais c'est ça. Exactement. Voilà, il y a des combattants comme ça. Enfin, franchement, moi, ça me pose aucun problème qu'il y ait des combattants qui soient sur un espèce de, on va dire, de circuit parallèle à ceux qui visent la course au titre. Et eux, ce soit 100% divertissement. Diaz, voilà, course au titre, oui, si Hamza Chimaev. Oui. Alors là, c'est incroyable. Mais bon, on va pas anticiper, mais c'est un peu ce genre de mec, on sait, il combattra plus. Parce qu'il avait combattu pour le titre contre Benson. Oui, complètement. En lightweight. Il combattra plus pour le titre, mais il va amener de la foule. Elle va amener beaucoup d'anglais, évidemment. On sait qu'elle pourra pas accéder au titre. Alors, ça va être très difficile vu son âge. Mais elle divertit, elle gagne, elle a des gros highlights. C'est tout bénef pour elle et pour l'UFC. Hein. Après, bon, c'est pas contre le même type d'adversaire, parce que rendez-vous compte, Nate Diaz est à un combat du title shot. comme lors de son dernier combat, cela dit. Contre qui? Leon Edwards. Ouais. C'est fou. N'en parlons pas de ce combat. C'est complètement fou. Et d'ailleurs, la même chose que lors de son combat précédent aussi, parce que le combat avant ça, c'était contre Masvidal. S'il gagnait contre Masvidal, ouais. Ça fait 3 fois. Donc quelque part, peut-être que l'UFC a envie que Nate Diaz ait le titre chez les welterweight. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est... Bref, on en reparlera. Ce n'est pas l'objet de ce podcast-là, vous l'aurez compris. Là, c'était pour l'UFC Londres. Donc, un petit peu moins fou que celui de mars dernier, mais néanmoins intéressant. Les British ont gagné. C'est bien pour Paddy Pimblett, c'est bien pour Molly McCann, c'est beaucoup moins bien pour Thomas Spinell. En tout cas, on lui souhaite un prompt rétablissement et on espère qu'il reviendra assez rapidement et puis surtout en très bonne santé, parce que franchement, il se passait quelque chose dans cette catégorie heavyweight. On sentait qu'il faisait partie du renouveau. Ouais, bien sûr. C'était cool. Julien, à très vite pour de nouvelles aventures. Je pense qu'on se reverra. Donc voilà. On se reverra pour Kamaru Usman. Kamaru Usman contre Leon Edwards, donc c'est le 20 août. Si Leon y gagne, il fout la merde. Voilà. Il fout la merde. Grosse merde. Donc on se retrouve le 20 août prochain avec Julien. On fera sûrement un live pour cet événement-là. En tout cas, on a hâte. Tchadaba, ma sweet pea, ma sweet protein. Moins 38% sur tout My Protein avec le code de la sueur. Julien, à très vite. I'm fucking coming for you!